Bonjour, bienvenue pour le 7-8 L'Actu. En ce vendredi 6 décembre, nous faisons le tour de l'actualité locale de la journée. Nous allons aussi revenir sur les principaux événements de cette semaine. Voici sans plus attendre les titres. Le Téléthon, c'est parti jusqu'à samedi soir. De nombreuses opérations dans les Yvelines afin de récolter des fonds contre les maladies rares et permettre aux chercheurs du Généton d'avancer. Un drive dédié aux produits laitiers, c'est à la ferme de Grignon. Le service est proposé depuis cette semaine. Dominique Tristan, le directeur du site, va nous en parler dans quelques instants. Et puis, le musée de la toile de Jouy a réouvert ses portes. À Jouy-en-Josas, de vastes travaux viennent de se dérouler. Le public qui peut accéder à nouveau à ce site et redécouvrir les collections abritées depuis 1991 dans le château 19e siècle de l'Églantine. L'image du jour, c'est ce bus qui va sillonner les rues de Saint-Quentin en Yvelines afin de collecter jouets neufs ou en bon état pour aider le Père Noël dans sa distribution aux plus défavorisés. La société Skibus relance l'opération Bus de Noël à partir du 9 décembre dès lundi. Depuis 1996, la collecte est suivie d'une distribution par les associations humanitaires. Plus de 15 000 jouets distribués les années précédentes. Vous pouvez noter les escales des 11 et 14 décembre de 10 à 18 h rue Le Nôtre au centre commercial Espace Saint-Quentin. Je reçois donc pour cette édition du 7-8 L'Actu Dominique Tristan. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes directeur de la ferme de Grignon, ferme expérimentale rattachée à l'école AgroParisTech qui vient d'inaugurer un drive spécialisé dans les produits laitiers. Drive qui a ouvert son site internet lundi. La distribution pour pouvoir commander les produits auprès de l'établissement et ensuite les récupérer, ce sera aujourd'hui, vendredi. Est-ce que c'est un succès d'ores et déjà, après une petite semaine, une mise en route ? On va dire que c'est un bon début et que voilà, on a des perspectives assez intéressantes sur les semaines à venir. On sait que le lancer au mois de novembre, ça représente un certain risque, mais on est plutôt satisfait de ce premier début. Combien de clients pour cette première Pour semaine ? l'instant, 15 commandes. Ça correspond à ce que vous aviez prévu ? Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on s'était fixé au départ, en espérant que ça continue à se développer assez rapidement. Alors le mode de fonctionnement, c'est assez simple. Si vous êtes habitué à des drives, il suffit d'aller sur le site internet qui va s'afficher d'ailleurs. Vous faites passer commande, on voit les images de ce site, on passe commande de produits laitiers et on les récupère le vendredi sur un site précis, aux alentours de la ferme. Voilà, c'est juste devant la ferme, au niveau du rond-point, sur une route assez passante. Entre 16h et 20h. Entre 16h et 20h, tout à fait. Alors ce mode de fonctionnement, pourquoi l'avoir mis en place ? Pourquoi décider de vendre les produits qu'on pouvait déjà trouver sur le site même de la ferme via le drive ? Alors, tout d'abord, on est présent, bien sûr, au niveau de la vente dans notre ferme, sur notre boutique. On est aussi présent chez des crémiers, chez des fromagers, chez des fermes voisines qui ont aussi une activité d'accueil, une cueillette par exemple. On est aussi présent un tout petit peu en grande surface et on voit se développer maintenant de plus en plus ce secteur drive. Et on s'est dit que ça pourrait aussi être une opportunité pour nous, sachant que, comme je l'ai dit, la route est très passante. On a plus de 20 000 voitures qui passent par jour, alors que voilà, la boutique... Mais c'était une demande des clients ou justement de la boutique alors, qui était pas habituée, une demande en tant que telle, mais c'est vrai peut-être. qu'on a fait une enquête par rapport aux clients actuels de la boutique. On s'est aperçu qu'on avait plutôt une clientèle assez âgée. Et quelque part, le drive pouvait être complémentaire puisque on a des expériences en grande surface, voilà, d'un profil de clientèle plutôt assez jeune, de gens assez pressés, des cadres ou cadres supérieurs qui n'ont pas le temps de faire les courses la semaine, mais qui veulent profiter du drive le samedi matin. Et bien là, au lieu de le faire le samedi matin en grande surface, ils pourront faire au moins pour une partie pour les produits laitiers le vendredi soir en rentrant du travail avec un petit détour au niveau de notre rond-point. Alors pourquoi un drive laitier uniquement ? Alors, pour l'instant, on commence avec nos produits, uniquement produits sur l'exploitation, mais l'idée à terme est bien effectivement d'augmenter l'offre de produits. La prise de risque étant quand même assez importante, on a préféré se limiter déjà à nos produits. Alors, comment ça s'est mis en place sur le plan technique justement ? Vous parliez de prise de risque, c'est pas aussi facile, c'est pas du jour au lendemain que vous avez décidé de monter un site et... Non, alors il y a déjà la création du site en tant que tel. Donc là, on est passé par un prestataire du monde agricole, c'est l'Assemblée permanente des champs d'agriculture, qui a déjà développé ce système pour d'autres drives en Gironde notamment. Donc là, ça a pris quelques temps au niveau informatique. Puis ensuite, il y a l'aspect logistique pour préparer les commandes, pour la distribution. Bien entendu, là, quand vous imaginez, on va livrer 15 clients aujourd'hui, avec un panier moyen qui est autour de 12 euros. C'est pas suffisant pour pouvoir payer une personne pendant 5 à 6 heures pour ça. Donc l'idée, c'est bien d'augmenter les volumes et l'offre de produits à terme. Justement, sur le coût, ça coûte combien aux consommateurs ? Est-ce que ça coûte plus cher ? Alors, on s'est aligné en fait sur les prix de notre boutique. D'une part, pour être cohérent vis-à-vis des consommateurs qui n'ont pas d'intérêt à aller l'un ou l'autre, parce que l'idée, c'est pas de se concurrencer, mais au contraire, d'apporter un service supplémentaire pour de nouveaux clients qui seraient intéressés par ce système de vente. On va parler de ce système de drive laitier que vous avez décidé de mettre en place et qui fera peut-être des émules, on le verra à travers la France dans les prochains mois. Pour l'instant, nous vous avons posé cette question. Êtes-vous un adepte du drive pour faire vos courses ? Voici quelques réponses.
C'est mieux d'aller prendre à emporter entre midi et 2 pour manger, ça va plus vite, mais je trouve que des fois il y a beaucoup de queue quand même. Non, pas trop. J'ai jamais fait en fait, mais effectivement ça peut être intéressant, on y a déjà pensé avec ma compagne une fois, ça peut être intéressant. Drive-in, non, pas du tout. Pourquoi? Ça me dit rien. On peut pas choisir ce qu'on veut vraiment. C'est-à-dire que si on achète des produits frais, on peut pas choisir sa date de péremption ou la qualité de sa viande, par exemple. Absolument pas. J'en ai pas pris l'habitude, j'en ai pas vu, j'ai pas été familiarisée avec le système, donc pour l'instant je m'en sers pas, mais pourquoi pas. Ouais, c'est facile un peu à utiliser et c'est pratique. C'est quelques réponses. Il y a encore des gens à convaincre sur le concept du drive. Voilà, mais c'est en tout cas le début ce que vous lancez. Vous êtes les premiers à vous lancer sur ce type d'opération. Des drives fermiers. Drive fermiers, il y en a quelques-uns. Il doit y en avoir 3 si je me trompe pas. Drive laitier, on est les premiers effectivement. Vous avez pris contact avec justement ceux qui ont lancé ces drives fermiers pour voir un peu quels étaient les honnêtement, retours. un seul. Où on sait qu'il y a quelques petites difficultés quand même aussi au niveau volume. Bon, voilà, 20 000 voitures qui passent par jour. S'il y en a 1% qui s'arrête le vendredi, ça fait déjà 200. Voilà, je me dis qu'il y a un potentiel important et essayons de le développer et puis de fidéliser aussi la clientèle sur le long terme avec des produits de qualité. Ouais, fidéliser la clientèle et pourquoi pas la faire venir sur le site même et non bien sûr, utiliser le drive. C'est aussi un moyen, le drive, de faire connaître la ferme qui se visite toute l'année gratuitement et donc derrière de faire un petit détour par la boutique. Tout à fait. Voilà, et cette boutique se porte bien justement. Se porte de mieux en mieux, avec un portefeuille de produits qui s'élargit, des services autour comme la visite aussi. On vient d'ouvrir une brasserie la semaine dernière, juste à côté. Donc voilà, tout ça est en train de se développer et je pense qu'on est sur une bonne pente. Pour vous, ça va forcément marcher. C'est l'avenir du commerce. Ne serait-ce que, je ne pense pas aux grands commerces, aux grandes enseignes, mais sur des enseignes, sur des structures comme les vôtres plutôt. C'est l'avenir aussi ? Le drive seul, je ne sais pas. Ceux qui partent de zéro, c'est vrai que l'investissement est beaucoup moindre que faire une boutique en dur. Ça peut être un début, ça peut être un complément de ce qui existe déjà. Donc oui, j'y crois. C'est pour ça qu'on y allait d'ailleurs. Et on va rappeler donc que c'est un drive laitier. Pour l'instant, vous pouvez commander vos produits laitiers, mais par la suite, d'autres produits vont faire leur apparition. Quel est un petit peu le calendrier que vous vous êtes fixé? Et puis on va peut-être rappeler les produits qu'on pourrait à l'avenir trouver. Alors assez rapidement, notre bière, la Grignonnaise, du miel aussi. On a des ruches sur le site de l'exploitation, de la viande en caissette, d'agneau notamment. Puis assez rapidement, tous les produits qu'on peut trouver à la boutique. Donc là, il y a un panel de vins assez diversifié. On a des charcuteries, on a toute une gamme de confitures, épices, etc. Donc on va élargir assez rapidement. Merci d'être venu nous présenter ce concept donc du drive laitier que vous avez lancé cette semaine. Vous commandez vos produits sur le site internet, vous les récupérez après une semaine de travail difficile le vendredi entre 16h et 20h. Merci à vous. Merci pour votre accueil. On poursuit donc cette actualité après les drives. Vous irez peut-être d'ailleurs continuer à faire vos courses. Le dimanche, les magasins vont rester ouverts. Pour l'instant, il n'y a pas de dérogation permanente pour le secteur du bricolage, mais il y a eu une avancée cette semaine avec une dérogation temporaire avant l'établissement d'une nouvelle loi. Conclusion du rapport de Jean-Paul Bailly, l'ancien patron de la Poste, qui a été remis au gouvernement en début de semaine. Rapport très attendu, vous le savez, ce dossier déchaîne les passions. Nous avons recueilli la réaction du collectif des bricoleurs du dimanche, qui pour l'instant semble plutôt satisfait. On écoute Sandy Lopin, les salariés au Clé-sous-Bois. On voit que le gouvernement a entendu, puisqu'il nous donne quand même un décret provisoire. Cependant, c'est vraiment pas une victoire, puisque ce qu'il faut attendre, c'est la loi de 2014 qui sera vraiment décisionnaire sur le sujet. Alors, effectivement, nous, ce qu'on demandait, c'était un décret pour le secteur du bricolage et nous ne l'avons pas obtenu. Cependant, il s'agit dorénavant de voir les ententes au niveau territorial et au niveau social. Donc au niveau social, nous avons tout ce qui va bien puisqu'on a un salaire majoré, un deuxième jour, un repos compensateur et que c'est du volontariat. Maintenant, il faut voir ce que donneront les accords territoriaux réellement, puisque ce qui nous intéressait réellement, c'était l'ouverture des magasins de bricolage en Île-de-France et que si c'est ça que visent les accords territoriaux, ça sera une partie gagnée. La pétition sera toujours en cours puisque nous n'avons qu'un décret transitoire et que aujourd'hui on tient réellement à remercier nos clients qui ont été plus de 300 000 déjà à signer nos pétitions. Et le fait qu'on ait ce décret transitoire, c'est quand même une certaine reconnaissance que l'activité de bricolage est de nos jours un loisir et voire même une passion et que ça permet aux clients de s'équiper eux-mêmes.
Et donc du coup, si vous voulez, il y aura ça pour la loi, et nous on va continuer d'être présents pour montrer qu'on veut que la loi ne soit pas une loi Malier 2 et que ce soit pas un peu du n'importe quoi, même en termes de concurrence, que du coup on soit complètement perdu, quoi. Voilà pour cette réaction du collectif à travers donc cette salariée de Bois d'Arcy. Ce vendredi en mairie de Versailles, les jeunes UDI vont présenter leur projet pour les mois à venir. Le président national sera présent, Aurélien Septon. Des membres de la formation centriste des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Paris sont attendus à partir de 20h à Versailles. Les jeunes UDI qui éliront leur président dans les Yvelines la semaine suivante, le 14 décembre. Jeudi prochain, 12 décembre, c'est la date choisie par l'intersyndicale de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour appeler à manifester. Les syndicats réclament un plus grand soutien du ministère alors que l'université accuse un déficit de 4 millions d'euros. Une assemblée générale vient de se tenir. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Professeurs, étudiants, personnel réunis en assemblée générale, ils parlent tous d'une même voix alors que l'université de Versailles-Saint-Quentin accuse un déficit de 4 millions d'euros. Le ministère a accordé une rallonge budgétaire à l'UVSQ, mais les économies décidées inquiètent l'intersyndicale. Ce qui nous fait peur, c'est de devoir payer l'austérité effectivement pendant 20 ans et que les solutions qu'on nous propose pour effectivement rattraper ce trou énorme quand même, et dont on a pris connaissance assez tardivement, ruinent effectivement les conditions d'études des étudiants, se traduisent à terme par des licenciements de personnel contractuel. Premièrement, s'il y a eu erreur de gestion, et ça c'est évidemment au ministère de le dire, c'est pas nous qui pouvons le savoir, ce n'est pas une raison pour faire payer aux étudiants et au personnel ces erreurs de gestion passées. Deuxièmement, ce que nous voulons dire, c'est que au-delà des problèmes de gestion locale de l'université, il y a quand même un contexte général. L'UVSQ n'est pas la seule université à être en déficit et ne sera pas la seule université en déficit ni en 2013 ni en 2014. Et ça, évidemment, là-dessus, la ministre communique beaucoup moins. L'intersyndicale met en cause les partenariats publics-privés. Ils ont été notamment signés dans le cadre de la construction de l'UFR des sciences. Nous demandons la dénonciation, même pas la mise à plat, la dénonciation, puisque ces partenariats publics-privés sont complètement inadaptés à la gestion du patrimoine immobilier public, tout simplement parce qu'ils nous empêchent de planifier et d'avoir les investissements et de redonner à la puissance publique le libre choix de ses décisions. L'ensemble des PPP aujourd'hui sont mauvais pour l'enseignement supérieur et la recherche, et nous demandons donc à ce que le ministère aide l'UVSQ à sortir de son PPP, notamment deux PPP, donc le PP économie d'énergie et le PPP qui concerne le bâtiment en médecine par Bouygues. Parmi ceux qui se sont mobilisés en faveur de ces partenariats, Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'actuelle députée des Yvelines défend ce type de contrat tout en pointant du doigt le manque de formation des gestionnaires d'université. Après, si un partenariat est mal négocié, si un partenariat est mal géré, eh bien ça peut tourner à la catastrophe. Mais ça n'est pas l'outil lui-même qu'il faut condamner. Ce qu'il faut, c'est en amont bien gérer les dossiers. Et ça nous remet sur la vraie question qui est: est-ce qu'il y a dans l'université de Versailles-Saint-Quentin suffisamment de personnel qualifié et suffisamment de moyens pour permettre à l'université d'avoir de pouvoir réaliser toutes ses ambitions? Et à cette question, je pense que malheureusement la réponse aujourd'hui est non. Le président de l'université, Jean-Luc Vessière, doit présenter son budget à la mi-décembre. En attendant, l'intersyndicale appelle à manifester le 12 décembre à 10h devant le rectorat à Versailles. Les syndicats d'auto-école mécontents concernant les attributions des places d'examen du permis de conduire. Les délais sont trop longs et la grève des inspecteurs qui perdure ne va pas arranger les choses. Elle aurait même plutôt tendance à irriter les représentants des syndicats, dont l'UNIC, l'Union nationale des indépendants de la conduite, qui demande une privatisation de cet examen qui reste géré aujourd'hui par l'État. On écoute l'une des représentantes du mouvement, invitée du journal lundi dernier. Ça fait déjà un moment qu'on demande à ce que ça change. Il y avait déjà eu une première grève en 2008 parce qu'on avait déjà demandé ça. L'État a plié. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est privatiser en fait. Privatiser, oui. Que ce soit d'autres sociétés qui puissent s'en occuper. Oui, parce que actuellement, les examens sont le monopole de l'État. C'est l'État qui décide le nombre de places qu'il va attribuer de manière départementale et régionale. Après, dans chaque région, c'est comme ça. Et puis, du coup, ça bloque, puisqu'il suffit qu'il y ait des inspecteurs malades, en vacances, tout ça. Donc, les coefficients diminuent, comme peau de chagrin. On nous a annoncé cette année, au mois de novembre, que nous allions être touchés par la diminution des effectifs des fonctionnaires.
Donc en 2014, on va encore perdre des inspecteurs. Cette situation a également une incidence sur la situation financière de vos entreprises, de vos auto-écoles, pour vous par exemple sur Buc. Eh ben, on est comme tout le monde, hein, on subit la crise, puisqu'on est des entreprises au même titre que n'importe quelle entreprise. Ça fait 10 ans, moi, que j'exerce. C'est la première fois que j'entends parler de licenciement dans notre métier. Et là, on a vraiment des diminutions d'effectifs flagrants parce que on ne peut pas se développer. C'est lié, en tout cas en partie, au fait de ne pas pouvoir inscrire rapidement les élèves. Un candidat qui veut passer rapidement son permis, c'est pas toujours évident, donc il va suspendre ou il va retarder sa formation. Donc forcément, on peut pas développer nos activités, hein, c'est pas possible. L'actualité, c'est aussi une sordide affaire d'infanticide dans les Yvelines et ces dernières informations délivrées ce vendredi midi par le procureur de la République de Versailles. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous étiez présent lors de cette conférence de presse de dernière minute. On va déjà redonner le cadre de cette affaire. Oui Wilfried, tout commence le 29 novembre dernier. Une femme à peu près de 43 ans habitant la Queue-les-Yvelines appelle le SAMU et dit souffrir de graves pertes gynécologiques. Alors l'ambulance l'emmène tout de suite vers l'hôpital Mignot et là les médecins s'aperçoivent très vite en fait qu'il y a eu un accouchement quelques jours auparavant. De son côté, la femme indique qu'elle a été enregistrée à l'hôpital de Trappes. Pourtant, dans cet établissement, aucun enregistrement, aucune trace de cet accouchement n'a été notifiée. Tout de suite, le doute survient en fin de compte sur l'honnêteté de cette femme, cette Yvelinoise. Le parquet de Versailles est saisi de l'affaire. Ils envoient tout de suite une patrouille de gendarmes à la Queue-les-Yvelines. Sur place, les gendarmes trouvent un nourrisson mort dans un double sac plastique. Après examen psychiatrique de la jeune femme, cet examen révèle tout simplement qu'elle est instable psychologiquement. Elle est placée donc en garde à vue. Oui. Le procureur a insisté sur cet aspect-là lors de sa conférence de presse aujourd'hui, vendredi, sur cette instabilité, sur ce profil particulier de cette femme. Oui, juste l'autopsie a révélé il y a quelques jours qu'en fait la petite fille serait née viable. C'est une petite fille a priori selon les premières informations et elle serait née le 27 novembre, soit 2 jours avant l'appel vers le SAMU et probablement morte étouffée. Vous le disiez donc sur ce profil psychologique, elle serait instable. Pourtant, aucun antécédent judiciaire, une assistante de direction assez commune avec une situation très stable, un appartement très correct, mais déjà mère de 2 enfants, veuve en 2004, mais les 2 enfants qu'elle avait qui sont donc majeurs à l'heure actuelle ne vivent pas avec elle. Elle a plusieurs amants, dont l'un serait le père de l'enfant retrouvé étouffé. Et on évoque des précédents dans cette affaire. Aujourd'hui, il y aurait eu un autre cas similaire ? Oui, cette personne qui apparaît très froide, sans empathie auprès des enquêteurs, aurait déjà fait part d'une affaire similaire, un autre enfant dont elle aurait accouché en 2005. Ce serait peut-être un garçon, on n'en est pas encore sûr, déclaré à l'état civil. Pourtant, une semaine plus tard, aucune trace, on ne le retrouve plus, nulle part. Merci Anthony de ces précisions. Nous reviendrons sur cette affaire d'infanticide dans les Yvelines, à la Queue-les-Yvelines. C'était fin novembre, nous en parlerons dès lundi. Le Téléthon 2013 est lancé, des animations dans tout le département avec un village d'accueil centralisateur à Saint-Rémy-les-Chevreuses. L'argent collecté au profit de l'AFM est reversé en très grande partie au profit du Généton, le laboratoire de recherche installé à Évry. Il nous a ouvert ses portes alors que les essais se poursuivent. Les premiers médicaments pourraient être commercialisés dès 2017. Un laboratoire de recherche financé à 90% par des dons de particuliers, c'est unique et c'est le Généton, créé en 1990 grâce aux dons du Téléthon pour lutter contre les maladies rares. Ce sont aujourd'hui 230 experts qui conçoivent, développent et produisent des thérapies pour traiter les maladies génétiques rares. Ces thérapies intéressent peu l'industrie pharmaceutique et pourtant cela sert à tous. Les maladies rares, c'est 3 millions de personnes en France. Alors c'est évidemment chacune de ces maladies touche un nombre limité de personnes, mais au global, c'est 3 millions de personnes touchées en France par une maladie rare, 30 millions de personnes touchées par une maladie rare en Europe, donc un véritable problème de santé publique. Et en même temps, les innovations thérapeutiques, qui sont les innovations thérapeutiques de pointe, qu'on fait ici dans le domaine de la thérapie génique par exemple, ces innovations thérapeutiques de pointe serviront également pour les maladies fréquentes. Quand on travaille sur une maladie rare du système nerveux, eh bien, évidemment, ce qu'on développe là pourra servir pour des maladies plus fréquentes du système nerveux, maladies neurodégénératives, maladies de Parkinson, maladies d'Alzheimer.
Dans cette banque d'ADN, par exemple, on collecte les prélèvements de familles atteintes de maladies génétiques. On en extrait la matière première pour la mettre à la disposition de la recherche. Et grâce au don du Téléthon, tout est allé assez vite. Généthon a vraiment permis de développer des outils thérapeutiques que l'on a testés dans un premier temps chez des souris pour le petit animal. Et maintenant, Généthon en est vraiment au stade des essais chez l'homme. Et ça, c'est vraiment la grande première. Aujourd'hui, le fait d'être au stade des essais chez l'homme, de produire dans des plus grandes quantités ces médicaments expérimentaux, c'est vraiment le but que nous nous étions fixés, même si le but ultime, ce sera vraiment la mise sur le marché le plus largement pour les patients. Mais c'est vraiment pour nous un changement de dimension, un changement d'échelle et le résultat de 25 années d'espoir. La mise à disposition des médicaments pour les patients, ce sera pour 2017. Pour ce faire, Généthon évolue. De laboratoire de recherche associatif à but non lucratif, il vient d'obtenir le statut d'établissement pharmaceutique, ce qui va permettre au laboratoire de produire lui-même demain les médicaments espérés. C'est dire si le programme a toujours besoin de plus de financement et attend donc beaucoup de cette nouvelle édition du Téléthon. Objectif au niveau national, battre les 81 millions d'euros collectés l'an dernier, surtout endiguer la diminution de 5% de cette collecte de l'an dernier des promesses de dons. La 3e édition des rencontres de l'autonomie, on reste dans le domaine de la santé, se déroulait du 3 au 5 décembre à Saint-Quentin en Yvelines, avec plus d'1 million de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2012. Le sujet représente un enjeu majeur pour le gouvernement. Rodolphe Dumoulin, c'est le représentant de la ministre, il est délégué de la ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Il s'est déplacé sur les lieux du lancement de l'opération à la faculté des sciences de la santé à Montigny-le-Bretonneux. Retour sur cette visite avec Yolène Thorez, Patrick Jacques de Dixmude également pour les images. La 3e édition des rencontres de l'autonomie a débuté mardi. Michel Delaunay, ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie, finalement représenté par son conseiller, Rodolphe Dumoulin. L'occasion pour lui d'annoncer les grandes lignes du projet de loi du gouvernement dans le domaine. La concertation a été lancée vendredi dernier. Le plan devrait entrer en vigueur en 2015. D'après les chiffres du gouvernement, les plus de 60 ans représentent aujourd'hui à peu près 25% de la population. Demain, il serait plus d'un tiers. C'est un projet qui intégrera la réforme de la dépendance, celle qui avait été tant de fois promise et reportée, c'est-à-dire la réforme de l'aide personnalisée autonomie, mais aussi un volet prévention de la perte d'autonomie qui cherchera à identifier comment on peut mieux anticiper les pertes d'autonomie, car on y peut quelque chose, notamment par les aides techniques, par les actions de prévention, et puis un volet adaptation de la société vieillissement. Les rencontres de l'autonomie se sont poursuivies sur 3 jours avec des ateliers grand public proposés sur le site de Gérondicap à Manille-les-Hameaux pour évoquer la protection juridique, la loi Leonetti et le bien-être. On termine par cette information. Le musée de la toile de Jouy, c'est à Jouy-en-Josas, a été totalement rénové après 6 mois de chantier. Les nouveaux intérieurs ont été présentés ce jeudi soir. Le musée qui abrite depuis 1991 dans le château de l'Églantine. Ses collections étaient fermées au public depuis la mi-juillet. Les travaux ont permis de tout repenser, notamment les éclairages des vitrines plus adaptés pour ne pas abîmer les toiles de coton très fragiles. Certaines de ces toiles ont plus de 200 ans. Les collections permanentes ont été renouvelées, le seront régulièrement tous les 6 mois. Et pour compléter cette modernisation, une application pour tablette est aussi disponible en français et en anglais. Le musée de la toile de Jouy rend hommage au créateur du textile Oberkampf qui avait créé cette manufacture à la fin du XVIIIe siècle, manufacture qui a employé jusqu'à 1300 ouvriers. On écoute la conservatrice du musée à présent, elle nous parle d'Oberkampf. Il invente ce qu'on appelle aujourd'hui la toile de Jouy, c'est-à-dire ces grands textiles imprimés de scènes de pastorale, monochrome, sur fond du tissu blanc. Ça, c'est vraiment lui qui l'a inventé. Et puis après, ces motifs ont été copiés par d'autres centres d'indiennage en France, mais c'est vraiment lui qui l'a inventé. Et il a toujours aussi, pour toutes ces toiles, exigé une qualité telle que le nom toile de Jouy est devenu le terme générique pour ces toiles-là. Ce que Oberkampf a par rapport aux autres, c'est qu'il a toujours été à la pointe des inventions à la fois techniques, chimiques et artistiques qui suivaient le progrès du goût. Et il adaptait toujours ses toiles à la fois aux événements historiques, mais aussi au goût des arts décoratifs du temps. Il savait tout faire.
C'était un coloriste, c'était un graveur, il savait graver ses planches, c'était un dessinateur, il a créé ses premiers modèles tout seul, un chef d'entreprise, un entrepreneur, vraiment il cumulait toutes les qualités. C'est grâce à ça qu'il a fait de son entreprise la 3e entreprise en fait de France à l'époque. Le journal revient lundi en direct dès 18h. Bon week-end et n'oubliez pas le 36-37 pour le Téléthon.